Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Jardin Forêt mois par mois où on va voir les différentes activités, différentes choses qu'on peut faire sur nos projets là pour ce mois d'avril. Bon, sur le printemps il y a pas mal de choses qui se réveillent, il y a les grenouilles là qui chantent, j'espère que vous allez bien m'entendre tout au long de la vidéo. Alors comme d'habitude, petit rappel, beaucoup de choses que je vais dire pour ce mois-ci seront peut-être encore un peu valables le mois prochain, l'été certainement un petit peu le mois dernier. Il va vraiment falloir que vous regardiez dans quelle zone vous êtes pour savoir si vous faites un peu avant, un peu après moi. Mais donc voilà, globalement, on va voir là ce qu'on peut faire donc pour ce mois d'avril. Alors première chose, ça va être des semis. C'est le mois où on va pouvoir faire le plus de semis différents possibles. On va quasiment pouvoir tout semer là à partir de maintenant, mois d'avril. On va surtout là se concentrer maintenant sur les plantes potagères qu'on va planter à partir du mois de mai. Là d'ici un mois, il y aura moins de problèmes de gelée. Et donc là maintenant, c'est le moment d'anticiper ça. Donc on va pouvoir y aller à fond sur les semis de tomates. J'en ai pas beaucoup fait avant maintenant, moi je commence vraiment en avril. Je sais qu'il y a des gens qui commencent plus tôt. Moi là je commence maintenant. Ensuite tout ce qui est courges, courgettes, melons, pastèques et compagnie. Je ne vais pas vous faire là la liste complète à l'oral. Regardez dans les sous-titres, je vous liste tout ce qu'on peut semer. Donc encore en intérieur, donc ce qui est en intérieur c'est ce qui va être semé sous serre ou sous serre chauffée ou sous châssis ou à la maison dans le but d'être repiqué et planter plus tard en extérieur. Ensuite on va voir ce qu'on peut cultiver sous châssis à l'extérieur ou sous petits tunnels pour protéger un petit peu des vents froids et compagnie. Et ensuite il y a la liste de tout ce qu'on peut semer directement en pleine terre. Donc encore une fois, selon la région, la zone dans laquelle vous êtes, il va falloir adapter ces dates. Alors ça va être aussi, un peu comme on l'a vu pour le mois dernier, un mois où il va y avoir le plus de repiquage, rempotage, et là c'est vraiment à fond. Surtout pour les potagères qui ont été semées précédemment, là il va falloir vraiment gérer le repiquage. Donc je ne vais pas vous le détailler plus que ça. De toute façon, comme d'habitude, je vous renvoie sur les autres vidéos dans lesquelles je l'ai détaillé un petit peu. Mais voilà, tout ce que vous avez semé en caissette, en mini-motte ou ce que vous voulez, dès que le plan commence à être suffisamment développé, on peut les repiquer. Au niveau des dates, moi que je choisis pour faire ça, j'essaye de faire attention au climat qu'il fait, au temps qu'il fait. C'est, je pense, là la période sur laquelle il faut le plus faire attention à la météo, parce qu'il commence à faire chaud, le printemps commence à arriver un petit peu, la chaleur commence à revenir, et c'est la période de l'année où on a tendance à avoir trop confiance des fois, à trop se lâcher, à vouloir aller trop vite, et une petite gelée tardive qui arrive, on peut perdre gros derrière. Donc faire attention à ça, et puis dès qu'on pense qu'il n'y a plus trop de risque de gelée là, on peut commencer à repiquer les plants un peu fragiles, les passer en serre froide, et par contre voilà, toujours surveiller la météo. Dès qu'il y a une petite gelée de prévu ou une nuit un peu fraîche de prévu, mettre un petit voile de protection sur nos plants qui sont un peu fragiles, ça peut être pas mal de l'anticiper. Et ensuite en parallèle de ça, pour rester sur les potagères, on va commencer, donc je disais, à semer toutes les plantes potagères qui pourraient être un peu fragiles, les tomates par exemple. Poivrons, aubergines, normalement ça a été semé un peu plus tôt. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, mais c'est vraiment le dernier moment là. Et donc en parallèle de ça, ça va être le moment de préparer les zones de culture à l'extérieur. Moi je conseille toujours de le faire un peu plus tôt, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais pour des zones sur lesquelles vous l'auriez peut-être pas encore fait, là ça va être le dernier moment vraiment pour préparer vos zones de culture sur lesquelles vous allez planter vos plantes potagères le mois prochain. Donc je dis plantes potagères parce que là je commence un peu par le potager, mais ça peut être tout type de plantes vivaces. Par contre ce qui va pouvoir être fait que plutôt le mois prochain je dirais, c'est vraiment les plantes fragiles du genre tomates, aubergines, poivrons, ces plantes qui ne supporteraient pas des gelées s'il y en avait une qui arrivait là tardivement. Donc ça sera à planter le mois prochain, ces plantes potagères un peu fragiles, et donc là maintenant on peut finir de préparer les zones de culture, mettre un petit paillage, donc préparer, désherber, préparer la terre, préparer ce qu'on appelle le lit de semences, éventuellement y mettre une petite couche de compost, pourquoi pas une petite couche de tonte d'herbe, et ensuite un paillage par-dessus. Et ensuite une fois que tout sera comme ça, sera prêt et couvert, ça pourra attendre d'ici le mois prochain quand nos plantes potagères seront prêtes à être mises en place. Donc j'essaie de vous le présenter en express. Maintenant moi la méthode que je pratique le plus pour ce qui est la préparation des zones de culture, j'ai beaucoup parlé de tout ce qui est engrais verts et couverts végétaux, et la méthode sans engrais verts, sans couverts végétaux, juste avec le paillage, maintenant moi elle est définie ma méthode, je ne fais plus que comme ça puisque c'est vraiment la méthode la plus simple et efficace. Ça va être désherber, ameublir la terre si besoin, ensuite une couche de compost, une bonne couche de compost de 5-10 cm d'épaisseur. Alors 10 cm ça fait beaucoup, mais si vous en avez à disposition du compost, pourquoi pas. Ensuite, vu que c'est la période où l'herbe pousse bien, jetons l'herbe dans les allées, cette tonte d'herbe, ça va par-dessus le compost. Et ensuite,
une bonne couche de paillage, de la paille ou du foin, ce que vous voulez, de 10, 15 voire 20 cm d'épaisseur, histoire de vraiment bien protéger la zone. Et ensuite, une fois que c'est prêt, ben, ça peut rester comme ça jusqu'à peut-être le mois de mai, quand ça sera le moment de venir y mettre les plantes potagères qu'on aura préparées, qu'on aura semées là ce mois-ci. En ce qui concerne la préparation des zones de culture, il y a aussi la méthode des engrais verts. Donc pour ceux qui auraient semé des engrais verts en fin d'année, donc des engrais verts qui seraient développés là un peu comme ceux que j'ai ici là, ça va aussi être le moment de commencer à les faucher, les laisser au sol. Donc là c'est vraiment pas compliqué selon les surfaces que vous avez. Pour les grandes cultures ça sera mécanisé, mais pour des petites surfaces et pour les jardins, bah, il suffira de les faucher à la main, voire juste de les écraser. Là je n'ai même pas besoin de les arracher au niveau du sol, là juste je les plaque. Vu que c'est des plantes, alors soit des plantes annuelles, soit des plantes vivaces, mais pas forcément très vigoureuses, le fait de les plaquer au sol comme ça, ça va bloquer leur croissance. Et ensuite par-dessus ça, un petit paillage. Et l'idée c'est de faire ça assez tôt avant la culture suivante. Donc là si on doit planter des trucs pour le mois de mai, plus ou moins, on va dire pour les tomates, les courges, les courgettes, ce genre de choses là, on peut le faire 2-3 semaines, un mois avant. Un mois ça commence à faire beaucoup, mais ça dépend vraiment de votre climat et de votre organisation aussi. Mais voilà, quelques semaines avant. Donc là moi maintenant courant avril pour planter en mai. Et comme ça d'ici le mois de mai, tout ça va commencer à se décomposer et apporter des matières nutritives pour la culture suivante. Donc voilà, là c'est le moment, mois d'avril, où on commence à faucher les engrais verts, les plaquer au sol, les pailler par-dessus. Donc je vais mettre un tout petit paillage là pour que ça assure une protection et pour que l'engrais vert ne sèche pas et qu'il se décompose plutôt qu'il ne sèche, encore une fois. Et comme ça, dans un mois, quand je vais planter mes tomates, ça sera très nutritif et ça sera intéressant. Alors, une autre petite chose qui pourrait être faite d'ici le mois prochain, d'ici le moment où on plantera les potagères, c'est ce qu'on appelle durcir les plants. Alors moi je ne le fais pas forcément parce que j'ai l'impression que mes plants sont quand même assez solides, mais si vous vous inquiétez un peu d'avoir des plants un peu fragiles, peut-être des plants qui auraient été démarrés en intérieur si vous faites vos semis en appartement, donc les durcir ça veut dire dès qu'il y a des journées un peu chaudes, un peu ensoleillées, c'est sortir les plants pendant la journée et si les nuits sont un peu fraîches, les rentrer un petit peu. Et si vous avez des nuits qui sont un petit peu fraîches mais sans être trop froides non plus, ben vous pouvez petit à petit laisser vos plants dehors et ils vont comme ça doucement s'adapter au climat extérieur qui est un peu plus frais que la période sur laquelle on les a semés en intérieur. Un plant qui a été semé en appartement, qui a toujours connu que du 25-30 degrés et qui tout d'un coup va sortir en extérieur et qui va subir des nuits à 8, 10, 12 degrés, ça pourrait leur faire mal si c'est trop d'un coup. Donc voilà, les préparer petit à petit à s'adapter autant au climat extérieur. Cette méthode elle peut être faite aussi si vous avez des lancements de culture sous châssis ou dans des serres froides que vous fermez vraiment, vous pouvez laisser des journées bien ouvertes, enfin laisser la serre bien ouverte les journées et quand les nuits sont pas trop froides, voilà, encore une fois, laisser la serre ouverte la nuit. Pour les châssis pareil, laisser entre-ouvert peut-être quelques nuits puis ensuite laisser grand ouvert et voilà, toujours pareil dans cette idée de préparer vos plants à pas avoir un choc si on les sort trop d'un coup. Alors au niveau plantation, pour rester sur les potagères, là ça va être le moment où on peut commencer à lancer en s'inquiétant un peu moins tout ce qui est culture de pommes de terre. Moi je l'ai commencé un petit peu plus tôt sous serre, donc sous châssis, sous serre, sous tunnel un petit peu protégé, on peut le faire un peu plus tôt. En extérieur on peut commencer à le faire mais toujours s'inquiéter du climat qu'il fait, du temps qu'il va faire et suivre la météo. S'il y a une gelée, il va falloir les couvrir un petit peu, sinon les feuillages qui commencent à sortir vont être un peu abîmés. Mais voilà, c'est en tout cas la période sur laquelle on peut commencer à planter des pommes de terre. Alors pour ce qui est de la culture de pommes de terre, j'avais fait moi quelques tests avec les germes, donc là j'ai fait des premiers germes sur les pommes de terre il y a 2 mois, que j'ai mis en godet, en pot là, qui commence à être très joli, donc là ça va être le moment de les mettre en pleine terre, moi sous serre. D'ailleurs sur ces pommes de terre, là j'en suis à ma 2e fois où je récupère les germes sur les pommes de terre, donc je les avais récupérées une première fois, il restait juste les pommes de terre, elles ont refait des germes, je les ai récupérées dessus. Donc je vais encore lancer une série de plants comme ça. Donc là c'est un petit test, hein. S'il y en a qui ont envie de s'amuser à essayer de faire ça, ça marche très bien. Les plants commencent déjà à produire des tubercules, c'est pour dire. Donc en commençant à lancer des cultures maintenant de pommes de terre, ça permettra d'avoir des premières récoltes de patates nouvelles là dans le mois qui vient. Donc ça peut être déjà intéressant de lancer comme ça. Et ensuite, d'ici le courant de ce mois-ci et voire le mois prochain, là ça sera les grosses cultures de pommes de terre en extérieur. Moi je fais beaucoup de méthodes traditionnelles en rang comme on faisait à l'époque, en butant un petit peu, je trouve qu'il y a plus de production, mais voilà, là vous pouvez tester plusieurs méthodes différentes. En tout cas voilà, les feuilles de pommes de terre craignent un peu les gelées, mais là maintenant qu'il y en a un peu moins, on peut commencer à lancer ça sous protection là au début du mois et puis d'ici la fin du mois sans protection en extérieur. Alors il y a d'autres types de cultures qu'on peut lancer maintenant aussi, si vous avez envie de vous lancer dans la production d'asperges. On en trouve beaucoup sur les marchés, dans les jardineries, un petit peu partout. Donc c'est des griffes d'asperges.
asperges, il faut faire une petite tranchée, on enterre les griffes à allez, une vingtaine de centimètres de profondeur, on referme ça et ensuite voilà, tous les ans on bute, on débute pour réussir à avoir les parties un peu blanches des asperges. Donc je ne vais pas détailler là la culture, il y a sûrement d'autres vidéos là-dessus, j'en ferai peut-être une plus tard, mais en tout cas voilà, au niveau plantation des griffes d'asperges, maintenant on peut le faire. Autre type de culture, donc moi j'ai parlé beaucoup de yacon, j'ai parlé de topinambour dans une de mes dernières vidéos, donc ça va être la période où si on veut faire des rangs de topinambour, aller arracher ceux qui n'ont pas encore été récoltés pendant l'hiver, récolter tous ces petits tubercules et puis planter des nouvelles zones pour les topinambours, parce que là ils vont commencer à démarrer bientôt, donc c'est le moment de créer les zones de culture pour ça. En ce qui concerne la multiplication des plantes, c'est aussi la saison où vous pouvez diviser vos artichauts. Donc si vous avez des beaux artichauts bien développés, eh bien, on peut regarder à la base si ça fait des rejets. Donc là moi c'est un jaune, du coup je ne vais pas pouvoir le faire sur celui-là, encore un petit peu jaune. Mais quand vous avez des vieux artichauts qui commencent à faire des rejets sur le côté, eh bien voilà, un petit coup de bêche, on peut faire sauter ces œilletons, ces petits rejets. On récupère donc les rejets avec un peu de racines, on les met en pot à côté ou on les replante directement. Moi je préfère toujours passer par un petit passage dans la serre, dans un pot avec une bonne terre pour que ça démarre bien. Donc voilà, c'est la saison où on peut le faire si vous avez la chance d'avoir des vieux artichauts bien développés, ou alors si vous avez de la famille, des amis, des voisins, quelqu'un à côté de chez vous qui aurait ça, des vieux artichauts bien développés, ben c'est le moment d'aller récupérer quelques petits œilletons dessus. Donc ça va être aussi le moment de nettoyer, préparer nos zones de culture de petits fruits par exemple. Alors là je parle de mes petits fruits, mais on pourrait faire ça sur différents types de cultures. Moi je laisse toujours l'herbe pendant l'hiver. On a vu dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo que sur ces rangs de petits fruits c'était très enherbé, beaucoup d'herbes sauvages qui poussaient, dans le but de retenir toutes les matières nutritives du sol pour pas que ça lessive pendant les grosses pluies d'hiver. Ben là maintenant ça va être le moment de nettoyer, d'enlever un petit peu ces herbes, mais de faire en sorte de pouvoir récupérer les matières nutritives qui ont été stockées par ces herbes là. Donc il y a plusieurs façons de faire, il y a beaucoup de façons différentes de faire. Je vais vous en exposer 2 ou 3, mais après avec un peu d'imagination on peut en trouver plein. Mais l'idée ça va être de penser à matière nutritive de sol. Le sol, s'il est vivant, s'il est riche, il y a beaucoup de matières nutritives qui sont mobilisées par la vie du sol, la végétation du sol. Et l'idée ça va être de pouvoir les récupérer le plus efficacement possible. Donc je commence par vous raconter comment on a fait sur cette zone là. Donc en passant, merci à Yvan et les autres lutins pour la préparation de cette zone. Donc là c'était tout enherbé, l'herbe a été enlevée. On a rajouté un peu de compost, mais on ne le fait pas tous les ans. Là, ça fait un moment que je ne l'avais pas fait, donc c'est pour ça que je tenais à le faire cette année. Donc un petit coup de compost et toute cette herbe qui a été enlevée, tous les résidus de désherbage, ils ont été remis par-dessus le compost et ensuite un paillage par-dessus. Donc là, si j'enlève la paille dessous, on a de l'herbe, de la tonte, de ce qu'il y avait autour et en dessous du compost qui a été rajouté. Donc ça veut dire que maintenant que mes petits fruits là sont en pleine période de développement, ils commencent à mettre leurs feuilles, ils vont commencer à fleurir, donc c'est là qu'ils vont avoir besoin de se nourrir, et bien tout ce que j'ai, tous les résidus de désherbage qui ont été remis sur le sol vont petit à petit se décomposer et vont être remobilisés par la vie du sol et redonnés à la plante derrière. Donc on arrive comme ça à faire en sorte que le vivant, la végétation et la vie du sol mobilisent toujours ces matières nutritives et que ça reste toujours dans la boucle, que ça ne lessive pas, et on va surtout pas exporter, on va pas désherber pour amener les herbes au compost, sinon toute cette matière là elle est perdue pour nos cultures et ça serait dommage. Et donc on va essayer de voir là vite fait d'autres méthodes qu'il pourrait y avoir. L'idée c'est de se dire que toute cette végétation, tout ce qui est bien vert autour, donc l'herbe qui pousse dans les allées, les mauvaises herbes qui poussent sur nos zones de culture, tout ça c'est rempli de matière qui pourrait être nutritive et donc on pourrait les récupérer. Donc moi ce que je fais c'est beaucoup les tontes de gazon. Toujours dès que je désherbe et dès que je tonds, cette matière là elle va toujours en paillage sur mes zones de culture. Quand elle va en paillage sur les zones de culture, alors je dis paillage, c'est pas vraiment paillage parce que c'est très riche en matière azotée nutritive. Donc l'idée c'est que ça sèche pas. Donc je mets ma tonte en surface et ensuite par dessus je vais mettre un vrai paillage, donc avec de la paille, avec du foin, des feuilles mortes, n'importe quoi qui fasse en sorte que mon herbe ne sèche pas trop vite et qu'elle se décompose plutôt qu'elle ne sèche. Et une autre méthode qui est encore plus rapide, où là vraiment on va très vite récupérer l'azote et les autres matières pour de suite la redonner à la plante, c'est de faire ce qu'on appelle des extraits fermentés ou traditionnellement des purins. Donc on connaît tous le purin d'ortie, on fait du purin de consoude, on peut faire du purin avec pas mal de plantes, mais on peut aussi tout simplement faire des purins, des fermentations avec nos tontes d'herbe. Donc là la méthode c'est vraiment pas compliqué. Moi je fais pas mal de volume, donc je fais dans une grosse poubelle noire, mais on pourrait imaginer faire des plus petits volumes. Donc une grosse poubelle noire comme ça, je remplis avec ma tonte. Alors, on va dire je remplis pas complètement, je vais mettre à la moitié de la poubelle. Je mets de l'eau, donc
histoire de vraiment couvrir l'herbe, que toute l'herbe soit dans l'eau. Et ensuite, tous les jours, on va remuer un petit peu ça, ça va mousser, ça va faire pas mal de petites bulles. Donc les petites bulles, c'est un signe de fermentation. Et quand ça s'arrête de faire des petites bulles, donc là au niveau du temps, ben, ça dépend de la température qu'il fait. S'il fait très chaud, c'est quelques jours. S'il fait froid, ça peut être 2 semaines. Mais voilà, quand ça s'arrête de faire des petites bulles, c'est que ça a fini de fermenter. Et là, très vite, on filtre. On met ça dans des bidons à l'abri de la lumière et ensuite on se sert de ce liquide pour rajouter à l'eau d'arrosage. Et on en rajoute, le truc classique, c'est 10% plus ou moins. Donc dans un arrosoir de 10 litres, on met 1 litre de ce purin et voilà, et ça fait quelque chose de très azoté, très nutritif qu'on peut utiliser en arrosage allez, on va dire une fois sur 3 ou 4, 5. Pas à chaque fois en tout cas, c'est pas la peine. Et vraiment pour des plantes qui sont gourmandes et qui auraient besoin de matière nutritive. Si votre sol est riche, il n'y a pas besoin, s'il y a la vie dans le sol, s'il y a pas mal de végétation, il n'y a pas besoin de le faire à chaque fois, voire pas besoin de le faire du tout. Par contre, c'est une méthode qui peut être à réserver pour tous les légumes gourmands, pour les choux, pour les tomates, les courgettes, les courges. Pour ce genre de plantes-là, ça peut être intéressant de le faire. Alors, une autre solution pour réussir à trouver de l'azote là où il y en a pour nourrir nos cultures, ça va être, si vous avez un poulailler, des animaux, tout ça, vous avez forcément du guano. Mais si vous n'en avez pas, comme c'est le cas ici, pour l'instant on n'a pas encore de poulailler, donc on n'a pas encore de guano, de déjection de poules à disposition, voire d'autres animaux. Par contre, on a des voisins, on a une voisine, Léonore à côté, qui a un poulailler. Et donc ce qui peut être fait, c'est si vous avez des voisins, des amis, des gens qui ont un élevage, eh bien proposez-leur d'aller nettoyer leur poulailler. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, mais il y a des gens qui sont allés nettoyer le poulailler à côté et qui ont ramassé un peu moins d'une dizaine de sacs comme ça. Donc là c'est des sacs de terreau qui ont été récupérés et qui ont été remplis de guano de poules, de déjection de poules. Avec 7, 8, 10 sacs, je sais plus, on a peut-être 8 sacs, on a largement de quoi faire toute notre saison. Donc nous on a à volonté de matière hyper nutritive pour nourrir nos légumes. Et en même temps on a rendu service à la voisine en allant nettoyer son poulailler. Donc ça peut être une bonne technique aussi pour récupérer suffisamment d'engrais pour vos projets. Un truc à faire maintenant, si vous avez suivi à peu près le même processus que moi, ça va être maintenant petit à petit commencer à surveiller les boutures. Donc là on est au milieu de pas mal de choses que j'ai faites différentes, mais notamment les boutures. Donc là j'ai des gros pots de boutures d'Elaeagnus, des boutures ligneux. Donc là c'est tout ce qui est boutures en bois outé ou en bois ligneux. C'est les boutures que j'ai faites pendant l'hiver sur des bois qui n'avaient pas bourgeonné du tout. Et donc là on voit que les Elaeagnus, eux, ils commencent à bourgeonner un petit peu. J'ai de la vigne là qui commence à bien sortir. Là j'ai petits fruits, c'est du cassis là, pareil, qui commence à être bien en feuilles. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Là j'ai des micro-boutures, de petits fruits, de casseilles là ici. Donc la micro-bouture, je débute un peu là-dedans, c'est la première fois que je le teste en tout cas là-dessus de cette façon et ça marche très bien et ça permet d'en produire beaucoup. Donc il y aura très certainement une petite vidéo là-dessus bientôt, je vous montrerai comment ça marche, mais en tout cas c'est génial. Et donc là ce qu'il faut voir maintenant c'est petit à petit regarder ce qui commence à raciner. L'idée c'est de pas toujours trop sortir les plantes des pots. Moi ce que je fais pour voir si ça racine, je regarde en dessous, si je vois des racines qui sortent, quand je commence à voir des racines qui sortent en dessous du pot, c'est que c'est bon, c'est raciné et là c'est le moment de les séparer. Dans chaque pot là il y a une dizaine, douzaine de boutures des fois, donc l'idée c'est de ne pas les laisser trop se développer. Une fois que ça fait des racines, que ça commence à faire du feuillage, là on peut les séparer. J'aurais aussi pu faire une bouture par pot, mais du coup ça m'aurait pris beaucoup plus de place, donc l'idée c'est de les rassembler autant que possible et dès que ça racine, et bien là ensuite on peut les séparer. Là pour les petits fruits, j'ai une autre méthode. Ça sort pas forcément de suite par les trous, quoique encore ça arrive qu'on les voit sortir. Mais par contre ce qu'on peut faire c'est essayer de délicatement, en attrapant toutes les boutures d'un coup, de lever un petit peu et comme ça on voit en dessous s'il y a des racines, qui arrivent à l'intérieur. Et donc là on voit beaucoup de feuillage, beaucoup de racines en dessous. Et donc là ça y est, ça veut dire qu'on va pouvoir délicatement les sortir de la caisse et puis les mettre en pot de manière individuelle. Allez, autre surveillance à avoir en ce moment, ça va être la suite un petit peu des greffes. Donc si vous avez greffé, c'est le moment où ça va commencer à débourrer, ça va commencer à bourgeonner, on voit qu'il y a pas mal de feuilles qui sortent. Et bien il va falloir faire le tour de toutes vos greffes et de regarder tout ce qui bourgeonne sur le porte-greffe. On voit que là il y a pas mal de porte-greffes qui commencent déjà à faire des feuilles. Et bien tout ce qui sort sur le porte-greffe, on fait sauter, absolument. Il faut qu'il n'y ait rien du tout qui pousse sur le porte-greffe pour que toute l'énergie aille dans le greffon et que la greffe ait des chances de bien prendre. Donc voilà, régulièrement, ça c'est pas une fois qu'il faut le faire, ça va être là jusqu'à que la greffe est bien prise et que toute l'énergie aille dans le greffon. Il va falloir passer régulièrement et faire sauter là tous ces petits bourgeons qui poussent sur les porte-greffes.
Alors selon dans quelles conditions vous avez fait vos greffons, là ici c'est en pot, dans du terreau assez propre, mais selon la terre que vous avez utilisée, il va falloir penser à désherber de temps en temps aussi, nettoyer pour que il reste suffisamment à manger dans le pot pour votre porte-greffe, enfin pour votre greffe. Et voilà, et donc désherber dans le pot et supprimer tout ce qui pousse sur le porte-greffe. Alors au niveau des arbres à l'extérieur, ça va être le moment aussi, on va pouvoir tailler encore les pruniers, les cerisiers. Normalement tous les arbres sont taillés à cette époque là, mais c'est pas trop tard encore voilà, pour tailler pruniers, cerisiers. Pour la plantation, ça va être trop tard pour planter tout ce qui est racines nues. Là normalement les arbres ont commencé à pousser, à développer leur système racinaire, donc les racines nues déjà on n'en trouve plus trop dans le commerce, et si vous en avez, que vous avez stocké dans du sable comme on l'a vu dans les dernières vidéos, là vraiment il faut les planter, ça va finir par être trop tard. Par contre on va pouvoir planter maintenant tout ce qui est arbre en pot ou autre plante en pot, où les racines donc, sont dans le pot, dans un substrat, donc elles ont de quoi se nourrir, donc c'est moins gênant si on traîne un peu. Par rapport à c'est quoi le bon moment pour planter un arbre, alors la phrase classique c'est le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 10 ans, le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Beaucoup de gens disent c'est à l'automne qu'on plante les arbres et puis là maintenant c'est trop tard pour les planter, donc on a des arbres en pot chez nous et puis vu que c'est trop tard pour les planter on va les garder en pot et on les plantera à l'automne. Pour moi c'est pas trop logique de faire comme ça puisque votre arbre en pot il va falloir quand même l'entretenir, il va falloir l'arroser, et entre avoir un arbre en pot et devoir l'arroser en plein été des fois tous les jours, ou alors le planter, quitte à le planter même trop tard en plein été, cet arbre planté en plein été il va falloir l'arroser, mais vous allez l'arroser une fois tous les 10 jours. Donc je préfère à la limite moi planter un arbre trop tard, limite presque pendant l'été, et l'arroser une fois tous les 10 jours, que le garder en pot mais devoir l'arroser tous les jours. Donc le meilleur moment c'est sûr c'est quand même l'automne et jusqu'à maintenant, là ça commence à être un peu la fin pour les arbres, mais si vous avez un arbre en pot, plantez-le de toute façon, il va falloir juste plus l'arroser pendant l'été. En général on dit qu'un arbre qu'on vient de planter, la première année il faut l'arroser pendant l'été, donc plus vous le plantez tard avant l'été, plus il va falloir surveiller cet arrosage, et plus vous le plantez vers l'automne, fin d'hiver, jusqu'à fin d'hiver, moins il y aura besoin de l'arroser le premier été. Cela dit, si vous avez une terre qui sèche un petit peu et que vous voulez être tranquille, arrosez-les quand même au moins le premier été. Une autre chose que je fais là maintenant, vu que je plante beaucoup d'arbres sur mon projet, j'en ai planté beaucoup cet automne pendant l'hiver, c'est faire la tournée un peu de tout ce qui a été planté jusqu'à maintenant et regarder ce qui a tenu. Donc là j'ai un tuteur à côté avec purée à côté, l'arbre il est mort, il n'a pas pris. Donc c'est voilà, faire un petit peu la tournée de tout ce qui a été planter et éventuellement noter sur les plats. Moi j'ai un design que j'ai fait sur ordinateur et dans un cahier où je n'ai noté tout ce que j'ai planté, et bien faire le tour de ce qu'a pas pris, rayer ça sur le plan, ou alors les remplacer si on avait la variété en double, ou enfin on en a plusieurs exemplaires et on peut en replanter un pour remplacer, ou alors le rayer sur le plan, et puis c'est le moment de les remplacer tant qu'il y a encore un peu de temps. Voilà, à cet endroit là je vais pouvoir mettre notre arbre, donc voilà c'est le moment de faire la tournée, et puis quitte à faire cette tournée, tous les arbres qui ont bien démarré, faire comme on a vu sur les zones de culture juste avant, c'est désherber un petit peu le tour. On dit qu'un arbre pour qu'il prenne bien les premières années, il faut que dans un cercle de, allez, on va dire 1 mètre de diamètre, 1,50 m de diamètre autour de l'arbre, qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse. Alors je dis bien qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse, je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas de plantes, il peut y avoir des plantes qui poussent, mais juste pas d'herbe, pas de graminées, pas de gazon, pas de chêne, tout ça, puisque ces plantes-là ont un système racinaire très dense qui prend beaucoup de place dans le sol, qui prend beaucoup d'eau et qui va empêcher votre arbre de se développer correctement. Donc ça va être le moment de faire la tournée des arbres, ceux qui ont pris, désherber un petit peu le tour, éventuellement mettre un peu de compost, mais ça c'est pas obligatoire, et surtout mettre un paillage autour, mettre une protection, voir si la terre est à nu, semer un engrais vert avec un mélange de plantes dont des légumineuses. Quand on fait un couvert végétal ou un engrais vert autour d'un arbre, voire dans une zone de culture, on dit toujours plus ou moins 30% de légumineuses, comme ça va aider à fixer un petit peu d'azote, et donc ça va être peut-être le temps là maintenant de faire ça, puisque c'est la saison où les arbres commencent à démarrer, ils vont avoir besoin de nourriture pour produire leur feuillage et pour produire leur matière, et donc c'est la saison où on peut faire attention à ce qu'ils ne soient pas envahis, couvrir le sol, pailler, semer un engrais vert, voire après cultiver des potagères autour de vos arbres, quitte à les arroser le premier été, autant y mettre des potagères autour de vos arbres, c'est tout bénef. Donc voilà, c'est le moment où on va faire cette petite tournée un petit peu check de tous les arbres qui ont été plantés jusque là. Et donc quitte à faire un peu ces plantations au pied de ces arbres, ça va être aussi le moment où on va pouvoir
compléter nos guildes. J'ai pas souvent parlé dans les vidéos sur les jardins forêts des guildes. Guildes en gros c'est comment on associe différents types de plantes pour avoir des populations complètes au niveau des plantes présentes sur nos jardins. Donc j'essaie de le faire en express. On va parler en différentes strates, différentes hauteurs. Donc les arbres de la canopée qui vont être les arbres les plus hauts du projet. Ensuite on a la hauteur des arbres fruitiers, ça peut être 4, 5, 7 mètres. Donc les pommiers, poiriers, pruniers et compagnie. En dessous on va voir la strate plutôt arbustive avec les noisetiers, les sureaux, les figuiers qui sont un peu plus bas. En dessous on va avoir les arbrisseaux ou arbrisseaux arbustes aussi, de tout ce qui est petits fruits, les cassis, les groseilles, les framboises. Et ensuite on va avoir les couvre-sols et en dessous les légumes racines. Et puis entre un peu tout ça, les plantes grimpantes. Donc l'idée c'est d'avoir des populations très complètes pour que tous les espaces soient occupés, pour qu'il n'y ait pas la place pour qu'une herbe sauvage vienne prendre un petit peu cette place. Voilà. Là j'ai essayé de le faire vraiment en express, j'espère que c'était assez clair. Sinon encore une fois je renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur les guildes en forêt fruitière pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Et donc là j'en reviens à ce qu'il y aurait à faire en ce moment, c'est quand on fait la tournée un petit peu des arbres qui ont pris, des arbres qui n'ont pas pris et qu'on va compléter un petit peu et qu'on va faire en sorte qu'il y ait pas d'herbe qui pousse autour de nos arbres qu'on va nettoyer, et bien c'est le moment où on va pouvoir voir au pied de chaque arbre qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter, est-ce qu'il n'y aurait pas encore une place pour y mettre autre chose. Donc là sur les zones autour de moi il y a pas mal de, beaucoup d'arbres qui ont été plantés, des arbustes, des petits fruits, j'ai mis que je vois des artichauts, des émérocales, des consoudes, pourquoi pas aussi j'ai mis des menthes à certains endroits, des iris. Donc l'idée ça va être de peupler le plus possible, qu'il n'y ait pas un espace libre parce que là on le voit bien autour de moi, tous les espaces libres qu'on laisse c'est des graminées qui reviennent, c'est la prairie qui essaye de reprendre un petit peu le dessus et petit à petit c'est une forêt naturelle qui va revenir si on laisse faire. Mais le problème si on laisse faire c'est que ça va être des graminées qu'on ne désire pas forcément, ça va être de la ronce, ça va être du prunelier et c'est pas forcément des plantes qui sont les plus intéressantes pour nos jardins forêts. Encore que, allez, ça aussi ça pourrait se discuter, la ronce c'est génial, le prunelier on peut y greffer des choses dessus, mais bon en tout cas l'idée c'est que vous ayez le plus possible les plantes que vous désirez dans vos projets et de ne pas se laisser envahir par des plantes sauvages qui ne seraient pas forcément désirées. Alors c'est un petit peu quand même la fin de l'hiver, donc si vous avez des plantes qui étaient en haute protection chez vous pendant l'hiver pour protéger du froid, comme c'est le cas pour moi, j'ai toujours quelques plantes fragiles, des citronnelles, qu'est-ce que j'ai, du patchouli, du gros thym, voilà, pas mal de plantes assez fragiles et donc là c'est la période où il y aura moins de gelée, s'il y a des petites gelées dans la serre ça devrait pouvoir être facile de les protéger, donc voilà c'est la période où on peut commencer à vider les serres de haute protection pour les passer en basse protection. Et donc quand je dis en basse protection, ça veut dire que quand même en cette saison, il faut, je crois que je le disais déjà en début de vidéo, c'est le mois où il va falloir le plus se méfier. C'est le mois où on a le plus d'accidents dans les jardins ou chez les producteurs de plantes, puisque on se dit ça y est, l'hiver est terminé, les grosses gelées c'est fini, maintenant on peut commencer à lancer des cultures et à moins surveiller les plantes. Et une gelée tardive qui arrive en avril, voire des fois en début mai, moi ça m'est arrivé d'avoir une gelée tardive même mi-mai, fin mai, j'ai perdu tous mes basiliques, j'ai perdu toutes mes tomates, puisque c'est la saison où on ouvre les serres en grand et puis on s'en occupe plus parce qu'on pense que ça y est, l'été est arrivé, il n'y a plus de risque. Donc c'est vraiment le moment où il va falloir faire très attention si vous lancez des cultures, si vous avez des plantes un peu fragiles, et bien encore une fois, surveillez la météo, surveillez le temps qu'il fait, regardez le ciel. Quand on a des périodes avec vent, il y a plusieurs critères à surveiller. Quand c'est vent du nord, sur des périodes un peu froides, des nuits où le ciel est complètement dégagé, là il y a de fortes chances qu'il y ait des petites gelées pendant la nuit. Et des fois il suffit de pas beaucoup, une petite gelée matinale, -1, -2 de bon matin, pour que ça crame certaines plantes, que ça en bloque certaines autres. Je le dis souvent aussi par rapport à la tomate, on craint le froid par rapport à la tomate, on se dit s'il y a un coup de gelée ça peut les crever, et puis si elles ont survécu au gel, c'est bon, on est tranquille. Une tomate qui a pris le gel va s'arrêter de pousser pendant quelques jours, voire quelques semaines. Elle va se bloquer un petit peu et elle va s'en remettre, elle va repousser. Elle va survivre, il n'y a pas de souci, mais vous allez perdre 2-3 semaines de croissance. C'est pour ça que même, je dis, pour certaines plantes, il vaut mieux attendre un petit peu plus tard. Moi, les tomates, je commence à les semer maintenant, là, en avril, je ne les ai pas semées plus tôt. Et je me suis aperçu, à l'époque où j'en semais beaucoup plus tôt, des tomates semées en janvier-février étaient rapidement dépassées par des tomates semées en mars-avril qui n'avaient pas pris de coup de gel. Donc voilà, faire attention aux gelées, c'est toujours un risque. Pensez à fermer les serres le soir et à les ouvrir le matin s'il fait soleil. Pensez à mettre des petits voiles de protection, vous savez, des P17 ou autres voiles de protection. Quand il y a des nuits un peu froides, on peut déjà sauver les plantes s'il y a des fortes gelées, voire éviter ce petit blocage de croissance si on les protège un petit peu. Un autre truc qui arrive maintenant, qui n'était pas trop pendant l'hiver, et puis là ça commence à être un peu de boulot, c'est gérer les arrosages.
J'ai une serre moi qui est assez grande quand même. Les arrosages c'est en pleine saison on va dire 1 heure par jour à peu près, des fois plus, des fois moins. Et pendant l'hiver il fait moins chaud, ça sèche moins donc on a moins besoin d'arroser. Et là petit à petit voilà, on commence à avoir des arrosages de plus en plus fréquents. Donc c'est un peu le souci quand on a beaucoup de plantes en serre comme ici dans des pots. Les plantes commencent à bien se développer, à avoir un système racinaire bien développé et donc boivent de plus en plus vite et donc il faut les arroser de plus en plus souvent. Là aussi on gagne beaucoup en production si on évite d'avoir des plantes qui ont trop soif. Donc là tous les jours, quasiment tous les jours, pensez à sous-peser vos pots pour voir s'ils sont lourds parce qu'ils sont bien arrosés et s'ils sont légers parce qu'ils ont soif, voilà, pensez à bien arroser régulièrement. Là encore une fois j'ai fait une vidéo où je parle pas mal de l'arrosage donc je ne vais pas développer plus que ça, juste dire que voilà, à partir de maintenant il va falloir de plus en plus avec ces journées un petit peu chaudes, penser à surveiller les arrosages. Alors je dis pour les plantes en pot mais c'est la même chose pour les cultures sous serre. Selon comment est votre sol, il peut pleuvoir beaucoup à l'extérieur, si c'est pas arrosé sous la serre, ça va avoir soif quand même, donc pensez à gérer l'arrosage à l'intérieur de vos serres aussi. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour ce mois-ci. Comme d'habitude j'aurais pu raconter beaucoup plus de choses, là je vous fais vraiment le tour de ce que je fais moi ici. C'est pas forcément complet, ailleurs il y aura d'autres choses. C'est mes méthodes, c'est pas forcément les méthodes je vais attendre qu'elle ait fini. C'est à moi? Et on s'entend plus. Donc je disais si les grenouilles m'embêtent un peu là. Donc je disais si ma chaîne vous plaît, que vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en rejoignant la communauté de tipeurs qui me soutiennent sur la plateforme donc Tipeee. Donc ce que j'essaye de vous dire entre deux chants de grenouilles qui commencent à m'embêter un peu, je ne vais pas y arriver, c'est que si ma chaîne vous plaît, mon contenu vous plaît et que vous voulez me soutenir financièrement pour que je puisse continuer à prendre le temps de faire ces vidéos, vous pouvez rejoindre la communauté de tipeurs qui me soutiennent déjà depuis un petit moment en cliquant sur les liens Tipeee par là, dans la description, à la fin de vidéo, par-ci par-là. Et donc un grand énorme merci à tous les tipeurs qui me soutiennent déjà et sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Donc encore une fois vraiment merci beaucoup à vous tous. Et puis à tous je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!